Merci de nous avoir accordé cet entretien. Oui, vous m'aviez déjà demandé une fois, mais c'était la période où j'étais en train d'arrêter et j'étais pas très... Je me sentais pas... J'avais besoin de prendre un peu de recul. Là maintenant, je Vous l'avez? l'ai. Ça fait 6 mois maintenant, justement, vous Oui, avez oui, cessé oui, votre oui. activité. Ça se passe vite. À quoi ressemble votre nouvelle vie? Ah, c'est totalement autre chose. Déjà, finalement, quand on peut se lever à l'heure, à 8h30, à 9h le matin, on peut faire beaucoup plus de choses le soir. Et puis quand on fait les choses, on prend son temps parce qu'on a vraiment le temps de le faire. Et il y a beaucoup de choses de tous les jours que maintenant je fais et que je ne faisais pas avant. Vous allez par exemple sur les hippodromes, les pistes le matin, l'entraînement? Le matin, j'aime monter à cheval et puis aller chez un entraîneur, chez un autre, ou voir passer les chevaux. Mais sans me fixer forcément sur un cheval ou un autre, c'est plus de la relation humaine. On va revenir sur vos débuts. Vous avez toujours baigné dans l'univers cheval, puisque votre père, Jacques, était au sein des haras nationaux à Oui. Saint-Lô. Oui, tout à fait. Le cheval a toujours fait partie de votre vie? Oui, très jeune, très jeune. Et il y a une histoire, c'est que finalement, j'ai quitté Saint-Lô dans le ventre de ma mère pour aller faire 280 km en voiture à cheval pour naître dans la Sarthe. Donc déjà, À cause des bombardements qu'il y avait, ils étaient partis en voiture à cheval. C'est vous dire, le début de ma vie, c'était... Mais c'est pour ça que je n'ai pas été au trot, parce que le trot, c'était assez inconfortable. fallait aller sur Donc le j'étais galop. vers le galop. Votre père disait, Alain n'avait qu'une idée, c'était se sauver de chez nous, courir au manège pour monter à cheval. Alors, quand vous habitiez dans un haras, à l'époque, il y avait plus de 200 étalons. Il y avait énormément de chevaux, il y avait un grand manège couvert, il y avait une carrière, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Donc c'était très tentant pour un jeune qui voulait monter à cheval. J'étais très bien servi. Quel enfant étiez-vous? Plutôt introverti? Oui, probablement. Probablement, je vivais assez seul, mais j'ai eu la chance d'avoir très, très jeune des poneys à disposition et c'était un peu ma vie, quoi. Pour l'école, ça se passait comment d'ailleurs? L'école, pas plus que ça. Non. Non, pas plus que ça. Et j'ai bifurqué assez vite vers... je remercie d'ailleurs mon père d'avoir compris qu'il ne fallait pas tout à fait insister. Et dans un lycée agricole qui venait de se créer, qui était en réalité une école d'élevage, qui était dans la Manche, où je devais rester 3 ans et j'ai dû rester 1 an. Pourquoi? Parce que quand dans ces écoles d'agriculture, on doit faire un stage dans une exploitation. Et j'ai pu aller dans un grand haras qui était le haras du Ménil à l'époque faire mon stage. Et je devais rester 2 mois, je suis resté 9 ans. Qu'est-ce qui vous intéressait au haras du Parce Ménil? que j'ai découvert là le pur sang, je suis rentré dans le monde du pur sang. C'est là la transition entre le complètement. milieu Oui, hippique. tout à fait. Oui, sans doute si je n'avais pas été en stage dans ce haras, je serais resté dans le monde des sports équestres certainement. Qu'est-ce qui vous a plu dans votre rencontre avec les chevaux de course, les pur sang? Bon, l'élevage du pur sang à l'époque, et il l'est encore, est quand même assez sophistiqué. Donc c'était vraiment du jour par jour. C'était vraiment un haras qui avait beaucoup de succès à l'époque, et qui l'a encore d'ailleurs. Et donc j'ai rencontré un stud groom qui regrettait de ne pas avoir été entraîneur et qui élevait un peu ses chevaux comme des chevaux de course, qui vivaient comme des chevaux de course, qui sortaient un peu moins que la normale, qui galopaient beaucoup. Donc ça m'a incité à très rapidement... Entre-temps, j'ai fait un service militaire aux sports équestres à Fontainebleau, où j'ai rencontré des grands cavaliers, notamment en concours complet. D'accord. Donc ça m'a permis d'aimer ces choses-là. Et quand je suis rentré, j'ai fait 2 ans de haras, et puis je me suis dit non, ma vie c'est pas le haras, je veux essayer d'entraîner parce que je ne ferai pas ça toute ma vie, quoi. C'est-à-dire que même pendant cette période au haras, à l'image d'un Bill Gates dans son garage, vous aviez quand même 3 chevaux à côté. J'avais quelques chevaux pour m'amuser, oui. Oui, vous exerciez, vous faisiez, Oui, tout à fait. faisiez la main. Oui, non, j'avais juste un cheval que je montais tous les matins, un cheval de course que je montais avant le travail. Et puis là, j'avais vraiment envie de le faire et je l'ai fait en me disant c'est dangereux effectivement parce que j'avais une situation plutôt agréable au haras. Je quitte quelque chose qui est bien, mais je voulais pas regretter toute ma vie de ne pas avoir essayé. Vous avez 28 ans en fait, c'est en 72, c'est ça? Oui, quand vous partez vous installer entraîneur. Oui. Déjà, vous allez vous installer du côté de Savigny-l'Évêque? Oui, là, à côté du haras où j'étais. C'est un centre privé? À l'époque, c'est un centre privé, oui. C'est une piste de très bonne qualité, avec un sable remarquable.
À l'époque, on arrivait à tenir sur ces pistes-là, on arrivait à tenir des chevaux réparés en obstacle, tellement la piste était bonne. C'était des pistes naturelles qui étaient vraiment excellentes. Oui, parce que vous avez commencé en obstacle. J'ai commencé en obstacle. Bah oui, parce que j'ai commencé avec ce que j'avais. Et vous aviez récupéré comment du coup sur des chevaux cassés qu'on pouvait récupérer facilement, qui étaient assez. Et bon, j'ai eu la chance de tomber sur 2 chevaux qui étaient assez bons. Et bon, qui ont gagné le Grand Steeple de Nantes ou des courses comme ça. Alors, pour resituer, vous n'avez pas appris au sein d'entraîneur? Non. Vous avez appris comment votre métier d'entraîneur alors? Alors, c'est intéressant parce que je me suis dit, sortant des sports équestres, j'étais vraiment omnubilé par la qualité des gens qui montent à cheval. Et là, j'ai embauché très vite René Lecomte, qui était un très bon jockey de l'Ouest et qui en même temps avait été le metteur au point de François Boutin à Chantilly. J'ai eu Maurice Boulan, j'ai eu Yves Lallemand qui a été mon premier apprenti, et avec ces 3-là, on a créé quelque chose, on a gagné beaucoup de temps parce qu'eux connaissaient ce que moi je ne savais pas faire finalement. Curieusement, vous avez appris votre métier d'entraîneur auprès des jockeys en fait. Absolument, absolument, oui, tout à fait. Pourtant, vous montiez vous aussi, oui, mais vous aviez monté l'expérience du cavalier, vous l'aviez. C'est une autre équitation. Hein. Non, mais c'est eux qui m'ont. Je les ai regardés faire et d'ailleurs, je leur demandé de venir pour ça d'ailleurs parce que je connaissais mes lacunes. C'est quoi? C'est en les observant, les regardant, en discutant? Ils avaient travaillé dans des très bonnes écuries, l'un chez François Maté, l'autre chez Monsieur Maté et l'autre chez François Boutin. Bon, c'était la quintessence de la préparation, donc c'était pour moi facile de voir ce qu'ils faisaient. Comment se passent vos premiers mois d'activité? Les premiers mois d'activité, on a couru assez rapidement et puis ça s'est passé, ça a été très vite, quoi. Mais grâce à ces metteurs au point qui ont amené des chevaux sur le champ de course qui étaient vraiment prêts à courir. Ça vous a surpris d'avoir des très bons résultats tout de suite? Oui, peut-être, oui, mais enfin je les ai plutôt appréciés. Ça m'a fait... Je m'en fais aucun doute. Non, ce sont des bons souvenirs. Et puis ma femme à l'époque adhérait, avait monté à cheval avec nous. On avait toute une équipe qui était vraiment bien soudée. Et très vite, vous savez, quand ça s'enchaîne. Ça s'est très vite enchaîné. Alors et justement... je suis passé au plat parce que j'ai eu la chance de rencontrer un cheval, un jeune cheval qui a été dans l'Ouest le meilleur 2 ans, puis le meilleur 3 ans, qui appartenait au baron de Wildenberg. Et c'est comme ça que j'ai pu très vite recevoir des chevaux de la région parisienne et grossir l'effectif. C'est ça, vous allez avoir des chevaux du baron de Rothschild, oui, après du coup de son Altesse Aga Khan. Tout à fait, oui. Oui. Quand son Altesse a acheté Boussac, l'écurie Boussac, il y avait tout un groupe de chevaux qui étaient un peu des rebuts ou moins bons et qu'on m'a envoyé pour garder ceux qui pouvaient courir et puis éliminer les autres. Et je suis tombé sur quelques chevaux sympathiques d'ailleurs. Et donc ça a permis dès le départ d'avoir des résultats. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie césure entre Paris et la province à l'époque? À l'époque, oui, beaucoup. On a été courir un peu quand même, un peu avec Nifas, Nomikos ou des chevaux comme ça. On a été courir à Paris dans de bonnes conditions. Alors on peut dire qu'il suffit d'une rencontre heureuse pour changer une vie? Tout à fait. Parlez-nous de votre rencontre avec le prince. Ah oui. Mais moi j'ai plusieurs rencontres en réalité. J'ai Madame Couturier qui me demande de rester dans son haras. Donc ça c'est le haras du Ménil, ce qui me permet de m'introduire dans le monde des courses. Et puis après avec son Altesse Aga Khan qui lui me demande d'entraîner pour lui. Et puis après qui me demande de venir à Chantilly. Oui, on va y venir. Mais votre rencontre avec le prince, comment ça se passe? Je pense qu'il y a eu un intermédiaire qui m'a dit que vous pouvez prendre les chevaux. Et puis après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer aux courses. Au sujet de votre méthode de travail, son Altesse Aga Khan a dit c'est une méthode douce, méthode où le temps joue pour Alain. Il donne au temps la faculté d'agir sur les chevaux. Oui, mais je pense que là, il y a... Oui, effectivement, mais c'est parce qu'en réalité, dans les sports équestres, on prend son temps, les chevaux deviennent bons très tard. Et puis, en l'élevage, on sait que qu'on est avec les jeunes chevaux à l'entraînement, on est sur des chevaux en croissance, on est sur des chevaux en devenir, et on apprend très vite à sentir que il faut pas aller trop vite, quoi. Et puis, mon père m'avait toujours appris que quand on avait, et je l'ai refait aussi à Fontainebleau avec Jacques Le Goff, qui était médaillé olympique, c'est quand on avait un problème avec un cheval, on refaisait les gammes en arrière, on forçait jamais le passage, on reculait. Il faut reculer, analyser. On reculait, on analysait et on revenait après. Et souvent ça marchait. De cette époque, vous allez terminer plusieurs fois tête de liste de l'Ouest. Oui. Vous allez même terminer 4 fois sur le podium au niveau national.
Vous êtes à la tête de presque une centaine de chevaux, hein, 90 Oui, chevaux à oui, peu c'était près. le maximum que j'ai eu en province, je C'est crois. ça. Et à la demande du prince, justement, en 81, vous montez à Paris. Oui, Donc vous passez de 90 à une dizaine de chevaux. oui, 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 oui. Et vous n'êtes pas le premier entraîneur pour le prince, c'est François Matet Oui, est ce qui est toujours en normal, place. oui, oui, non, tout à fait, non. Je viens avec, parce que finalement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a un monde entre Paris et la province, et que parmi mes 100 chevaux, il y en avait quoi? Il y en avait une dizaine qui étaient capables de venir à Chantilly à raison pour faire quelque chose de Bien sûr. correct. Les autres, c'était pas la peine de venir avec parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Donc je suis venu avec 10 chevaux. J'ai eu la marquise de Moratalla qui m'a donné quelques chevaux aussi. Et puis là, avec les 4 premiers chevaux du prince Aga Khan que j'ai, je tombe sur Charaya qui gagnera le vermeil assez rapidement. Ça a été une petite pouliche appelée Rajpura qui a gagné le prix Minerve. Donc dès le début, ça a aidé. C'est parti, quoi. La confiance, ça compte, hein, dans ce métier-là. Et puis je dois dire que son Altesse a été formidable parce que je pense qu'il a un esprit très sportif et j'ai compris très vite qu'il faisait tout pour ne pas me mettre de pression. Il savait qu'il me faudrait un certain temps pour m'adapter. Et d'ailleurs, il a toujours Très eu relatif, non? il a toujours eu le même réflexe avec les jockeys. Il me disait toujours, si on prend un jockey étranger, il faudra au moins 2 ans pour qu'il s'habitue aux courses françaises, etc. C'était assez juste en réalité. Et quand vous avez la chance de ne pas avoir... je peux raconter une anecdote qui est vraie, c'est que quand c'était le jubilé du prince, il était parti dans le monde entier. Et au moment de partir, il m'avait demandé quel est le bon 2 ans au futur. Bon, je dis, il y a un certain Darshan qui va pas mal. Et donc on débute le cheval à Longchamp, 5 partants, et il finit 5e. Donc j'ai un coup de téléphone de l'autre bout de la terre, et je me dis, c'est un peu embêté quand même. Et avec beaucoup d'humour, il me dit, c'est notre meilleur 2 ans, alors que doivent être les autres? Et là, j'ai senti qu'il préférait prendre ça comme ça pour ne pas... Et effectivement, Darshan, Maiden, Grefful, Maiden, Critérium de Saint-Cloud, Grefful, Ocar, Jockey Club. Il y a un jockey club historique. Il était très bon, mais il y avait eu un couac. Il fallait ne pas mettre la pression, c'était important d'arriver en Oui, bonne moi je crois que c'est condition, très important. de travailler en bonne entente. Travailler en confiance et savoir que malheureusement il y a des erreurs qui peuvent arriver. Quand vous arrivez dans votre cours à Chantilly, la première personne que vous allez voir, c'est Yves Saint-Martin. Oui, qui rentrait de vacances, tout bronzé, avec des cheveux grands comme ça, et qui me dit, oh là, vous êtes là. Il avait dû monter pour moi 2 ou 3 fois en province. Ah mais si vous voulez que je vienne monter les galops, je vous donnerai un coup de main. Je ne suis pas fait dire 2 fois. Et il m'a beaucoup aidé. C'est la même chose. Moi, je ne connaissais pas les gazons de Chantilly, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas et que j'ai appris avec lui, quoi. En le regardant faire, c'était tellement beau que... Il y a une grande complicité entre vous et beaucoup de respect également. Ah oui. Oui, parce que je lui dois beaucoup, parce que vous savez, quand vous avez le meilleur pilote du champ de course et que vous êtes jeune et que vous avez quelques occasions de montrer ce que vous savez faire, quand vous avez au bout de la chaîne la personne qui jamais vous l'arrêtera ou respectera tellement le cheval que de toute façon on continuera derrière, c'est fabuleux, parce que il a un vrai respect pour les animaux, c'est vraiment formidable. Yves Saint-Martin a ces mots, c'est un grand homme de cheval, passionné par le cheval, avec lequel il est facile de s'entendre. Oui, parce qu'il y avait, je crois que... Non, mais il a été gentil avec moi. Je peux dire que quand je le revois, j'ai toujours vraiment on partait aux courses ensemble, il y avait toujours... Et puis quand une course se passait mal, on débriefait pour l'avenir, pour corriger, puis on n'en parlait plus. On ne parlait pas des heures d'un truc qui n'avait pas été... Ça, j'ai appris à le faire, parce que j'avais peut-être eu tendance, jeune, à être un peu trop... à vouloir toujours expliquer tout, mais quand c'est raté, c'est raté. Ceux qui ont travaillé à vos côtés ont tous les mêmes mots, c'est que vous étiez un excellent patron, un bon patron, un grand monsieur profondément humain. Vous avez toujours attaché une grande importance à vos équipes. Oui, parce que quand on rencontre tous les matins, on travaille avec les mêmes personnes, on s'y attache. À moins d'être anormal, on s'y attache. Parce que c'est quand même... il y a une espèce de sentiment, et puis on sait bien dans la vie que chacun a ses problèmes journaliers. Donc quand on s'aperçoit que quelqu'un est un peu moins bien, si on peut faire quelque chose, c'est bien, je crois. C'est pas...
Et pourtant, vous êtes capable de rapidement monter dans les tours. On vous a vu parfois agacé fortement, par exemple sur des pistes, des Oui, tas de terrain. oui, Ça, oui, ça oui, vous agace oui, oui. profondément, de pistes Oui. peu sélectives. Oui. Vous êtes un faux calme presque. Ouais, mais j'ai appris à garder mes émotions pour moi. Presque trop. C'est important pour vous Presque trop. de conserver cela pour vous? J'aime pas trop montrer, j'aime pas trop montrer mes émotions. Moi, je trouve que C'est montrer la faiblesse? non, c'est pas de la faiblesse, mais je pense que dans nos métiers, il faut faire attention parce que ce sont les gens qui vont vous mettre le plus haut quand ça va bien, qui vous mettront le plus bas quand ça va pas. Alors, essayons d'être le même tout le temps, parce que finalement, on est la même personne. Le Bien jour où sûr. vous avez gagné une grande course, le jour où vous avez perdu une. Donc, il faut habituer tout le monde à être. C'est une protection? Oui, c'est une protection, bien sûr. On l'a dit donc dès le début de Vous savez, votre... quand vous êtes favori dans l'arc avec une Zarkava ou une Dalakani, vous êtes obligé de vous préparer à tout. Parce que si jamais ça se passe mal, c'est quand même un coup dur. Dans quelle mesure être entraîneur, c'est ça, c'est se préparer au pire finalement? Oui, c'est de ne pas... À partir du moment où vous avez fait le mieux possible dans la préparation, que tout est en ordre, après, il peut toujours arriver des impondérables. Et puis, même un jockey aussi bon soit-il, il peut y avoir une erreur dans le parcours. Et là, moi, j'étais plutôt... une faute technique, j'aime pas. Une faute de tactique, ça peut arriver. Votre épouse Gisèle dit, après les grandes victoires, vous êtes dans le moment présent, mais très vite, vous êtes déjà plongé dans le programme pour l'après. Oui, c'est Ça normal. vous gâche pas un peu votre plaisir? Non, je crois pas, non. 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 Oui, mais enfin, vous savez, c'est un éternel recommencement. Hein, l'entraînement, vous en gagnez une, il faut en gagner une autre, et c'est normal. Hein, je crois qu'on a beaucoup d'entraîneurs comme ça. Alors, il y a des gens qui le montrent plus au moment de la course que d'autres, c'est tout. Moi, je le montre moins, c'est tout. C'est pas la seule différence, je crois. Au décès de François Mathey en 1983, vous avez donc 39 ans et vous allez endosser le costume de premier entraîneur Oui, pour son Altesse oui, Aga Khan. oui. C'est une énorme responsabilité. Ah oui, j'en étais conscient, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, j'en étais conscient, et c'est là où Yves a été un apport formidable. Parce que, C'est à ce moment-là. ah bah oui, parce que quand on le regarde faire, je savais quand je tapais juste ou quand je tapais pas juste, quoi. Je pouvais faire mon autocritique en le regardant, parce que c'est tellement fluide ce qu'il fait, c'est tellement facile que quand il y a un raté, c'est plutôt de la faute de l'entraîneur que du jockey dans ces cas-là. Donc ça permet d'avancer. Il y a une grande exigence envers vous-même. Non, oui, si on veut, mais il y a une chose que j'ai souvent dit et qui est vraiment... Son Altesse m'a appris à ne rien laisser au hasard, le moins de hasard possible. Et c'est quelqu'un de très compréhensible, mais il n'aime pas la légèreté, quoi. Il aime bien les choses qui sont faites à fond. Alors, vous allez être en haut des affiches hippiques pendant plus de 40 ans. Un palmarès immense, près de 3000 victoires, 93 groupes 1 remportés sur 4 continents différents, 6 Jockey Club, 6 Diane, 2 arcs. Quand je vous le dis comme ça, froidement, ça vous fait quoi? Ben, si j'avais vu, effectivement, parce que quand on avance, on ne regarde pas beaucoup derrière soi. Et l'autre jour, je disais en rigolant, si j'avais vu quelqu'un qui avait ces performances-là, je dirais c'est pas mal quand même. Vous avez une fierté aujourd'hui de ce palmarès? Je ne crois pas que je m'en rende compte tellement finalement, parce que j'ai eu tellement de plaisir à tous les jours mettre ses chevaux au point. Tout ça, ce qui est primordial dans nos métiers, c'est d'aimer le faire et pour bien le faire, quoi. Et puis, comme tout le monde, on fait des erreurs. Hein, En parallèle de ce palmarès immense, vous avez terminé une seule fois, tête de liste des entraîneurs. Oui, j'ai jamais eu un gros effectif. Parce que j'ai quand même toujours privilégié C'est un problème de quantité. Aiglemont. Aiglemont, ça représentait toujours entre 80 et 90 chevaux. Et puis dans ma cour, j'ai eu des périodes où j'avais 20, 25 chevaux, 30 chevaux, pas plus. Donc contre des écuries qui ont plus de 200 chevaux, c'est difficile d'arriver. Et je crois que c'est l'année de Dalakani, je pense que j'ai dû être... En 2003. Oui, je crois.
pas sûr, mais je crois. Et se challenger à l'international, pour vous, c'était important? Ah oui, ah oui, ah oui. Moi j'ai toujours aimé, parce qu'on a finalement quand on a gagné la Breeders' Cup, c'était la première Breeders' Cup, on est parti là-bas avec Yves, on ne savait pas où on allait. Et puis aller en Australie aussi, ça a été vraiment un challenge. C'est-à-dire qu'il faut sentir qu'on a le cheval pour le faire, quoi. C'est la seule chose, quand quelque chose se prépare comme ça loin, même si on ne le connaît pas bien, si on sent qu'on a le cheval qui est au bon moment pour y aller, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Alors, la première Breeders' Cup Turf, hein, la première édition, c'est en 84. Oui. Ouais, c'est une histoire un peu construite parce que Yves devait monter le cheval Wildenstein, qui était entraîné aux États-Unis. Et puis au dernier moment, 10 jours avant, il a reçu un coup de téléphone disant finalement on prend un jockey américain. Puis Yves, on s'est regardé, on a dit on a Lashkari qui vient de gagner de loin le conseil municipal, pourquoi est-ce qu'on ne tente pas ça? On l'a travaillé à main gauche sur les gazons de Chantilly, il s'en sortait très bien. Et on a décidé d'y aller. Voilà. C'est comme ça et il a battu le Wildenstein en question puisqu'il a gagné. 20 ans après la première victoire de groupe 1 de Darshan, vous avez remporté votre premier arc. Oui. C'était donc avec Dalakani en 2003. Je peux parler d'aboutissement ou de soulagement? C'est assez curieux parce que je trouve que j'ai été assez heureux dans les jockey clubs et les prix de Diane dans l'ensemble, avec des courses favorables, enfin pas de gros problèmes, quoi. Et par contre dans l'arc, j'ai eu des courses vraiment malheureuses, j'aurais pu en gagner. Bon, on parlait de Shawanda Shawanda, c'est une pouliche qui était pratiquement invaincue, qui venait de gagner les Irish Oaks, qui avait gagné le Royaumont, les Irish Oaks, le Vermeil, mais à chaque fois en se retournant pour voir où étaient les autres. Et puis arrive l'arc, la jument encore mieux, elle avait monté encore en condition. Et puis on savait qu'elle détestait le terrain souple, parce qu'elle avait des jarrets très coudés. Et il s'est mis à pleuvoir toute la nuit. Il faisait le samedi parfait, du billard. Et le dimanche, on savait où on allait, c'était mort. C'était quand même après Dalakani, Shawanda. C'était après Dalakani. Ouais. Donc ça veut dire que pendant ces 20 ans-là, vous pensez que c'est pareil, c'était la faute à pas de chance ou finalement? Non, j'avais peut-être pas... Si, j'aurais pu gagner avec Pride, hein, il y a eu une course très malheureuse. Et il s'est mis... Ça s'est mal passé, il était derrière le cheval japonais, c'est Christophe Lemaire qui est monté. Et bon, c'était une bonne idée de suivre le japonais, parce que c'était un bon cheval, mais en réalité il était malade, et tout d'un coup il a reculé, il a fallu refaire le tour, et il est venu finir sur railing trop tard, quoi. Celle-là, on devait la gagner aussi. Il y a des circonstances de course. Alors peut-être qu'aussi dans ma carrière, j'ai gagné des courses où d'autres avaient été malheureux, hein. Ça marche dans les deux sens, hein. Il ne faut pas non plus croire que... Toujours, la compétition. On se prend toujours... Vous allez remporter votre deuxième marque en 2008. Oui. Avec une jument que vous qualifiez de surnaturelle. Ah oui, ça c'est... Alors racontez-nous Zarkava. Zarkava, c'est formidable. C'est complètement étonnant parce que dans toutes les situations, quoi qu'il lui soit arrivé, elle avait une marge énorme. Une marge énorme. C'est une famille sensationnelle. Et en plus, c'est une vraie souche du grand-père à Gacan, Petite Étoile, qui était très très bonne aussi. Et une famille qui était un tout petit peu dormante et qui a été gardée pour des raisons, je pense, familiales. Et on retombe sur cette perle, hein, qui est complètement exceptionnelle, dans une année où je ne reçois, je crois, qu'un ou deux chevaux irlandais. Elle va terminer sa carrière en étant invaincue, oui. Elle a réalisé le sans faute. Oui. Pour vous, où est-ce qu'elle a été la plus grande? A gagné la poule, le Diane. Ouais, je trouve que quand elle bat le Vermeil et l'arc très facilement Goldikova sur 1600 mètres par terrain léger, dans la poule, Goldikova, c'est quand même sa distance. Nous, on a fait 2004, on a fait 2000, on a fait etc. Ça, c'est une course fabuleuse. Et puis, il y a cette fameuse course dans le Vermeil où elle est restée dans les boîtes. Elle a perdu 80 mètres en partant et elle a refait le... En favori de Zarkava est encore dernière. Avec Alord qui a l'avantage, encore une dizaine de longueurs, alors qu'il reste encore environ 300 mètres à parcourir. On tente de revenir maintenant, notamment avec Daremi. Et voilà maintenant complètement à l'extérieur. Zarkava qui a été déboîté et lancé par Christophe Soumillon. Zarkava qui allonge maintenant ses foulées et qui termine en boulet de canon complètement à l'extérieur. Formidable Zarkava. Zarkava qui va déposer l'opposition. Zarkava qui fait quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Non, c'est quelque chose qu'on ne voit pas deux fois dans sa vie. C'est une famille sensationnelle et je crois que c'est merveilleux parce qu'on voit que Zarak est en train de produire d'une façon sensationnelle en produisant des chevaux qui ont une accélération
magnifique. Et moi, je pense que ça va être vraiment l'étalon qui va marquer aussi. Alors quand un grand élevage, on a un Siouni, un Zarak, formidable. On sent l'étincelle dans vos yeux. Ah oui, pour moi, je suis très attaché à toutes ces familles exceptionnelles. C'est vraiment, et c'est amusant de voir que ça ressort tout d'un coup avec. Alors qu'elle était dormante, comme vous dites. Qu'elle était très dormante. Oui, il fallait être patient pour pour l'éleveur, il a dû attendre longtemps. Il y a des années creuses, naturellement. En 2001, vous allez terminer la saison 21e au classement des entraîneurs par les gains. Comment parvenez-vous à traverser ces périodes-là? 2001, c'est quelle année ça, 2001? C'est quels chevaux? Je ne sais plus. Moi. 2001, alors on est avant Dalakani, puisque Dalakani c'est 2003. Oui. Et donc, pas grand-chose visiblement au niveau des classiques. C'est pour ça que je m'en souviens plus. Ouais. Vous oubliez? Oui, j'ai pas une très bonne mémoire des dates. Hein. C'est un petit mensonge de quoi que vous me faites là. Si, c'est vrai. Non, c'est vrai. J'ai pas tellement. Alors comment est-ce que vous arriviez à passer les périodes creuses? Bon, déjà quand on a une équipe avec laquelle on est bien et confortable, on est content d'aller à l'entraînement tous les jours. On essaie de tirer le meilleur parti des chevaux qu'on a. On sait très bien que... Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on est habitué à avoir des très bons chevaux, c'est de ne pas surclasser à ce moment-là. Et on a tendance forcément à le faire. Alors, on tente des coups. On tente des coups. Ça nous a réussi dans certains cas. Un cheval comme Darcy, on avait tenté un coup. C'était un cheval qui sortait de petites courses. Il y a une anecdote que vous aimeriez nous faire partager? Dans cette période-là? Non. Non. Du tout. Enfin, si vous avez, oui, je prends. Oui, non, mais quand ça va pas, il faut serrer les boulons, il faut que tout le monde se serre les coudes et essayer de faire mieux encore. Et puis après, ça revient. Et puis il y a des périodes où effectivement, il y a des périodes de méforme très souvent qui sont dues dans des écuries, des petits passages de rhino, des petites choses comme ça qui font que les chevaux sont moins forts. Et effectivement, ça baisse beaucoup les performances. Et dans ce cas-là, il faut presque arrêter de courir parce qu'on risque d'abîmer les chevaux. Donc, ce sont des situations qui ne sont pas faciles à vivre. Hein. Mais c'est arrivé à beaucoup d'entraîneurs. Tous les entraîneurs passent forcément un jour ou l'autre par là. Des périodes difficiles comme ça. Et il faut... qu'est-ce que je vais faire? Mais je comprends que pour les gens qui ont des chevaux chez vous, c'est pas très agréable. Hein. C'est pas le but. Alors justement, y a-t-il un souvenir ou une anecdote heureuse, pour le coup, que vous auriez aimé nous faire partager? Il y a eu beaucoup de bons chevaux. Et chaque cheval est une histoire. Et puis on s'est attaché aussi à même des chevaux qui n'étaient pas des très bons chevaux, mais qui étaient des chevaux qui étaient attachants. Donc c'est beaucoup d'histoires, hein, finalement. Chaque fois, il y a une histoire nouvelle, chaque fois, il y a quelque chose qui se refait, avec des choses différentes. Et on essaye Alors, c'est pas des histoires forcément passionnantes, mais nous, on le vit comme ça. Votre plus grande fierté aujourd'hui, c'est quoi? Franchement, une question difficile. Parce que franchement, j'en fais pas une fierté. Je trouve que ce que je pense, moi, pour ma carrière, c'est que j'ai été un privilégié dans la profession de travailler pour une telle écurie, avec une telle fidélité qui est exceptionnelle. Et ça, c'est pour ça que je connais mes lacunes, je sais ce que j'ai fait bien, je sais que j'ai fait des choses de temps en temps où je me suis trompé. Et voilà, donc la fierté, on peut pas, dans nos métiers, on ne peut pas être complètement content. On ne peut jamais être complètement content de soi. Aujourd'hui, avec le recul, vous dites waouh, là quand même, j'ai fait un truc, waouh. Et c'est pas une performance, c'était mon travail. C'était la continuité, c'était mon travail de tous les jours, de faire ce travail que j'aimais faire, que j'étais passionné de le faire, et de le faire pour des gens avec lesquels c'est merveilleux. Ils ont des équipes qui sont toutes vraiment pour travailler avec eux, c'est facile. C'est une chance inouïe. Une chance inouïe parce que j'ai entraîné pour d'autres propriétaires, je n'en parlerai pas, mais c'était beaucoup plus difficile. Dans Jour de galop, le célèbre écrivain homérique a dit « Alain de Royer-Dupré est un puits de science. J'ai toujours aimé échanger avec lui.
Transmission et partage sont à vos yeux des grandes valeurs. Ah oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Et je l'ai fait d'autant plus que moi j'ai eu la chance justement d'être accueilli dans le monde du pur sang, donc dans ce haras de Madame Couturier, donc, et qui accueillait beaucoup de gens. Je n'ai pas été le seul. Cécile, l'entraîneur anglais, était chez elle, François Boutin avait été faire un stage et il y en a eu beaucoup. Donc ce sont des gens qui ont aidé beaucoup de gens jeunes qui voulaient venir dans la profession. Et donc, moi, je me suis dit, quand j'ai été entraîneur, j'ai eu de la chance que ça marche bien. Quand quelqu'un me demandait de venir voir ce que je faisais, en réalité, un stagiaire, il vient voir ce que vous faites. Ça pas juste par C'est pas l'observation. c'est pas forcément ce que vous lui dites. Peut-être qu'il voit des choses qu'il n'a pas envie de faire, justement, qu'il saura qu'il ne faut pas refaire. Mais il est là et il faut lui montrer ce que vous faites, c'est tout. Et c'est pas difficile. Et très souvent, on rencontre des gens jeunes qui posent des bonnes questions, avec lesquels on a des bonnes relations. C'est fort sympathique. Je trouve que ça redonne un peu d'énergie, un peu de jeunesse. Ouais. Moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai vraiment resté très attaché à tous les stagiaires qui sont venus à la maison. De nombreux assistants sont devenus aujourd'hui, connaissent aujourd'hui une très jolie carrière et en tant j'en suis qu'entraîneur. ravi. Je suis vraiment ravi quand je regarde toujours ce qu'ils font parce que ça me fait plaisir. On parle de transmission auprès de vos enfants. Est-ce que vous avez réussi à transmettre la passion des courses, du cheval? Des courses, non, mais ma fille Ingrid et son mari ont une écurie de concours hippique qui est bien structurée dans la Manche, à côté de Saint-Lô, pas loin du haras de Saint-Lô. Et donc, elle est restée dans le monde hippique, oui, mais pas dans les courses. C'est un regret pour vous? Vous auriez aimé que quelqu'un, qu'une personne de vos enfants, quand je me suis séparé avec sa mère, elle est partie vivre avec elle. Et donc, peut-être que si on était resté, elle était restée, peut-être qu'elle serait probablement intéressée aux courses. Mais elle était dans un autre qu'elle fait très bien et qu'elle aime beaucoup. Ça, ce sont les hasards de la vie. Vous avez dit un jour, entraîneur est peut-être un métier d'égoïste. Vous avez le sentiment d'avoir dû faire des sacrifices personnels? Pour la vie privée, oui, forcément. Forcément, c'est pas égoïste, mais effectivement. C'est vous qui le dites, hein. Il faut, oui, c'est vrai. Il faut savoir que il faut passer le métier avant la vie privée, tout simplement, dans les horaires, dans tout ça. Et c'est ça parfois pour les enfants, Je suis sûr qu'il y a des enfants d'entraîneurs qui détestent les courses parce qu'ils savent que le dimanche, il n'y a pas de vie de famille. Le père rentre le soir, s'il a passé une mauvaise journée, il n'a pas envie de rigoler. Enfin, il y a tout un système, il faut qu'il s'adapte. Et alors, finalement, il n'y a pas tellement d'enfants d'entraîneurs qui deviennent entraîneurs. Vous arriviez à décrocher de temps en temps, partir en vacances, par exemple l'hiver quand il n'y avait pas de course? Non, pas beaucoup. Même quand il n'y avait pas de course, vous restiez toujours? Oui, je l'ai fait pour faire plaisir à mon entourage. Mais enfin, il me disait que j'étais pas présent. Donc, c'est toujours difficile hein, parce que je me souviens, une année, je pars au Brésil, tout allait bien et tout d'un coup on m'appelle, il y a un cheval qui s'était cassé la jambe. Bon, il serait probablement cassé aussi si j'avais été là, mais enfin, on n'est pas bien dans ces cas-là, quoi. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui s'installe demain, qui souhaite s'installer demain? Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens de ma génération qui vont prendre leur retraite et qui vont arrêter un jour ou l'autre, obligatoirement. Et je crois qu'il y aura des places à prendre, effectivement. Donc il faut les très bons professionnels, il faut qu'ils soient patients. Et puis je pense qu'un jour, ils peuvent avoir vraiment une bonne opportunité. Alors évidemment, quand on s'installe, c'est long parce que si on rentre trop d'yearling, on n'a pas de chevaux pour courir. Il faut avoir assez de chevaux pour, dès le début, quand même pouvoir courir un peu, quoi. Donc les débuts, c'est jamais facile, je pense. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les courses? Et sur les courses d'aujourd'hui et sur les courses de demain, d'ailleurs? Ça a beaucoup évolué. Hein. Cette décentralisation a été très importante. Moi, j'ai toujours pensé que si le président Lagardère, qui l'avait initié, n'avait pas disparu, je pense qu'il aurait su ne pas aller trop loin. Ça veut dire que vous pensez qu'on a été trop loin? Un petit peu trop loin, je pense. Oui. Et que ça peut changer le paysage? On est obligé on voit tous ces vents qui se baladent là, dans toute la France, d'un coin à l'autre. C'est quand même... Je crois pas que
De toute façon, tout système poussé trop loin est toujours dangereux. Dans tout dans la vie, c'est comme ça. Quand on va trop loin dans un système, il y a un moment où ça a ses limites. Et alors, que puis-je dire? Vous pensez qu'avec votre parcours un peu atypique en tant qu'entraîneur après, vous pensez que vous avez une approche du cheval différente? Ah oui, sûrement, oui. Oui, c'est normal, oui. C'est normal, oui, bien sûr. Bon, actuellement, vous connaissez des entraîneurs de mon âge qui sont contents de monter à cheval le matin? Je crois pas. Moi, c'est un peu un besoin, quoi. C'est pas la. Donc, non, j'ai gardé des choses qui étaient un peu différentes. C'est une association de plusieurs vies, quoi, dans des situations différentes. Et alors vous dites, plus on entraîne, plus on acquiert de l'expérience et plus on prend du plaisir. Oui. Alors pourquoi avoir arrêté l'entraînement? Parce que je trouvais que. Alors, quand je suis arrivé à Chantilly, que j'ai vu des entraîneurs assez âgés qui étaient là, je me suis tout de suite dit, j'espère que je pourrais arrêter avant d'être. Non, il fallait arrêter. Je pense que c'était bien pour moi, c'était bien pour repartir, que pour l'écurie de son Altesse. C'était le moment de refaire autre chose. Tout ça, je trouve que c'était logique, ça se présentait bien, ça m'a pas. Je pense que c'était bien et je ne le regrette pas. Je pense que c'était le bon moment, quoi. Oui, j'allais y venir. Vous savez, il y a des timings dans l'entraînement des chevaux, il y a des timings dans la vie, il y a des timings qu'il faut qu'ils soient bons et il faut les prendre quand ils deviennent évidents. Il ne faut pas les prendre quand on n'est pas sûr, mais quand on sent que tout ça, ça va se mettre bien en ordre, il faut le faire. Vous avez pris votre temps d'ailleurs pour Oui, vraiment j'ai 3 ans préparer en réalité, oui. En votre réalité, cessation d'activité. on avait parlé 2 ans avant et plus une année de plus à cause du Covid, ça fait 3 ans, c'était parfait. Pourquoi tout ce temps? Il y en a certains qui arrivent à arrêter plus rapidement. C'est par rapport aux infrastructures? Il était logique que je prévienne. Ça a permis de s'organiser pour avoir un successeur et que ce ne soit pas quelque chose de fait à toute allure. Ça demandait réflexion. Donc voilà, ça s'est fait tout naturellement et moi, je pense que c'était le bon moment. Dans une interview réalisée à l'automne 2021, vous expliquez « Quand je n'entraînerai plus, j'envisagerai une nouvelle approche dans le monde du cheval ». Oui, tout à fait, oui. Alors nous y sommes. Ben oui, là, il faut que je commence à... Là, bon, quand j'ai arrêté, il y a eu plein de choses qui ont bougé à droite à gauche. Et puis maintenant, je vais arriver dans la période où il faut que je me refixe pour voir ce que je vais faire. Mais j'ai pas mal j'ai des spécialités différentes que je connais et qui m'intéressent. Donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Quand vous dites spécialité, c'est toujours au niveau du cheval? Oui, du cheval, voilà. Ça peut être aussi bien le monde des courses que le monde des sports équestres ou autre chose. Et je pense qu'une opportunité viendra. Et si elle ne vient pas, j'ai quelques idées. Oui, et puis, quand on est de l'extérieur, je trouve qu'on voit tout différemment. C'est très amusant, je trouve que c'est... Même une course, quand on n'a pas vraiment cette focalisation sur certains chevaux qu'on a, etc., on la voit complètement différemment. Et mieux, probablement. Vous pourriez vous investir dans la vie politique des courses? Non, ça m'a... Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui m'agaceraient très vite. Alors, j'aurais peut-être du mal à rester calme, là. Donc, restons bons amis. Là, pour le coup, ça serait trop compliqué. Ça serait trop compliqué, oui. Non, mais je n'ai pas été formé pour ça non plus. Hein. Non, si on peut avoir un avis de temps en temps, on peut le donner, mais de là à vraiment rentrer dans le système, non. Mais de toute façon, il y a une limite d'âge. Hein. Oui, mais vous pouvez toujours être consulté. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez toujours intervenir de manière très différente, même au point de vue politique. Des choses qui me paraissaient évidentes, mais je ne crois pas que ça fasse tellement plaisir qu'on le dise, de toute façon. Donc, j'avais parlé de l'histoire de la cravache en disant qu'on aurait des problèmes. J'avais fait quelques articles il y a 4 ans, etc. Ça va commencer à bouger seulement maintenant. La réduction du nombre de coups de cravache, etc. On va être obligé de le faire. Le bien-être équin? Ça fait déjà... Pardon? Le bien-être équin? Ah oui, très important. Très, très important. Si on veut pouvoir continuer, c'est très important.
Et puis parce que l'idée, j'ai été dans un forum à Angers où il y avait eu des gens qui étaient vraiment contre les courses. On est tombé sur des gens qui ne connaissaient pas le sujet, donc c'était relativement facile de contrer, mais le jour où on tombera sur quelqu'un qui connaît bien le sujet, c'est pas si facile. Et je pense que, regardez, vous voyez, en Australie, quand on allait courir, il y avait des banderoles avec contre les courses d'obstacles, et maintenant, il n'y en a plus. Vous êtes inquiet, à l'image d'un Guillaume Macaire qui est inquiet pour les courses d'obstacles en France? Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on fasse tous très attention, et notamment l'histoire de la cravache, c'est important quand même. C'est quand même pas très... Et ça fera des très belles courses, hein, ça ne changera pas le... Alors, je comprends, il faut garder du directionnel, mais pas ce geste de faire ça sur un cheval, il n'est pas bon, faites ce que vous voulez, il n'est pas bon. Donc il faut absolument, et je trouve qu'on traîne trop là, on devrait déjà avoir décidé. Vous avez beaucoup œuvré également pour la place des femmes dans le milieu des courses, avec votre épouse? Oui, elle, oui, mais pas moi. Pas vous? Non. C'est pas quelque chose qui vous importait? Moi, je trouve que, personnellement, ça a empêché beaucoup de garçons de tenter leur chance. Et finalement, pour l'instant, on a des femmes qui montent, qui sont comme qui a été formée chez moi, Marie Velon, par exemple, qui techniquement monte remarquablement, qui est vraiment, moi je l'admire, parce qu'elle fait vraiment un travail extraordinaire. Mais est-ce qu'elles vont pouvoir aller tout à fait au haut de la compétition? Peut-être, peut-être. En obstacle, c'est pas comparable, parce que c'est pas des réactivités rapides en obstacle, c'est un effort long, et les femmes, pour faire des efforts longs, elles sont parfaites. Ses habitudes à la maison, etc. et par contre, pour le plat, ça demande une réactivité physique très forte, et c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. C'est peut-être plus facile en Angleterre qu'en France pour une femme, parce que les courses vont vite. Parce que les courses vont plus vite. Il n'y a pas ces fausses courses avec des démarrages extrêmement forts qui demandent beaucoup de physique au jockey. Donc je pense que... mais moi je reconnais que ça a été une réussite. Alors dans les écuries, on en a beaucoup. Il y en a qui sont parfaites et qui font ça très bien parce qu'elles aiment les chevaux, elles aiment les animaux, etc. Mais il y a toute une mise au point d'un cheval quand on veut l'avoir vraiment très bien qu'il faut faire, et que c'est pas si facile. Hein. C'est pas si facile. On a vu tout récemment l'un de vos représentants s'imposer en tant que copropriétaire. Vous allez développer peut-être cette partie-là? La partie d'avoir des amis et d'avoir des chevaux, oui, on peut continuer, c'est fort sympathique, c'est très agréable, mais il faut faire ça vraiment pour le plaisir. Et vous êtes comment propriétaire alors? Ben, c'est intéressant de devenir propriétaire justement, parce que on devient assez vite... le manque d'informations, ça peut être déplaisant pour un propriétaire. Et c'est bon de le savoir. Il faut avoir été soi-même de l'autre côté pour s'en rendre compte. Quand il y a un problème sur un cheval, il faut tout savoir. Quoi. Vous étiez un grand communicant vous-même? Ben, peut-être pas assez. Peut-être pas assez. Si, dans la maison principale, oui, parce que dès qu'il y avait la moindre de fait, tout le monde savait. C'était vraiment dans les habitudes. Il y avait... Mais par contre, quand vous avez des propriétaires étrangers, le temps de communiquer, le temps de qu'ils puissiez leur parler ou envoyer, c'était pas toujours facile. Et avec la presse? Vous avez toujours entretenu de très belles relations. Oui, ça s'est très bien passé. C'était important pour vous de communiquer pour le parieur? Oui, tout à fait. Oui, même aux courses, toujours un parieur qui me parle, à moins quelques-uns que je connais qui ont été une fois injurieux, les autres, je prendrai toujours le temps de leur dire un mot. Et même avec Même maintenant, c'est... Il y en a qui sont vraiment sympathiques, hein, qui aiment ça, et puis qui connaissent les chevaux, qui connaissent les courses. Et puis, mais peut-être moins maintenant qu'avant. Je trouve qu'autrefois, on a eu des joueurs qui étaient vraiment... connaissaient bien ils faisaient bien le papier, ils étaient très... Maintenant, avec tous ces handicaps, c'est devenu tellement fouillis que c'est pas facile de s'en sortir. Vous froncez les sourcils au mot handicap? Oui, ça m'a gâché la vie. Vous ne pensez pas qu'on a besoin d'un socle comme cela pour pouvoir on est obligé, non, mais aller au sommet? Je dis pas qu'il faut le... Mais ça manque un peu de règles quand même, je pense. Je pense que les gens qui font les handicaps, ils devraient avoir des règles. Et là on
On voit vraiment des cas identiques où les choses sont traitées complètement différemment. C'est ça qui me gêne. C'est que ça qui me gêne. Oui, parce que ça se veut normalement mathématique en fait. Il y a quand même, oui, Parce que ça ça peut se pas être voudrait. totalement mathématique, Non, mais je veux dire, pour un cheval qui gagne de 3 longueurs, bon, il gagne de 3 longueurs, c'est tant de kilos, ok, mais de temps en temps, vous en avez un, il va en prendre 4 et l'autre, il va en prendre 2, donc on se demande pourquoi. Mhm. Alors c'est uniquement à l'appréciation de la personne qui regarde, mais c'est pas facile, hein. C'est subjectif. Très subjectif. Pour en revenir avec votre relation sur la presse, j'aimerais y revenir parce que, par exemple, pour Zarkava, il y a eu quand même une très grosse pression des médias. Oui. Pour vous, c'était important d'ouvrir vos portes, de Ah oui, oui. communiquer. Ah oui, mais ça j'étais convaincu qu'il fallait le faire. Qu'est-ce qui vous poussait justement à jouer le jeu avec la presse? Vous n'avez pas franchement quelque chose à gagner personnellement? Non, j'ai pas fait. Non, parce que je trouve qu'on a de la chance d'avoir dans les mains quelque chose d'exceptionnel et de le garder pour soi. Non, je pense que surtout que c'est pas gênant. Ça ne nuit pas au travail, hein. On vous retrouve où prochainement alors? Le prochain mois, ben, je ne sais pas encore. Vous savez pas? C'est merveilleux de se dire on peut partir quelque part tout d'un coup, on peut improviser sans se dire tel jour il y aura ça, tel jour il y aura ça. Mais par contre, j'ai été obligé d'écrire ce que je fais parce que j'avais vraiment peur d'oublier quand j'ai eu pas mal de sollicitations. Alors qu'avant, je ne le faisais pas. Ça veut dire que vous allez peut-être écrire un livre, une biographie? Oui, il faut trouver le bon moment pour le faire et avoir envie de le faire, oui. Mais j'ai peut-être avant plutôt envie, si on doit faire quelque chose, avec Gisèle, mon épouse, ce serait plutôt d'écrire un livre sur justement la défense animale, sur le bien-être animal. Parce que je pense que les gens ignorent beaucoup de choses là-dessus. Ils ignorent, notamment avec les chevaux de course, ils ne savent pas que nos chevaux sont quand même traités avec des hôtels à 4 étoiles, à 5 étoiles. Je veux dire, on leur donne la meilleure nourriture, on a des méthodes d'entraînement très souples. Ça s'est beaucoup amélioré. Quand on voit moi j'ai connu en arrivant à Chantilly le dressage, le débourrage des yearlings, j'étais horrifié. Il les fatiguait à grands coups de fouet jusqu'à ce qu'ils montent dessus, quoi. C'était une horreur. Maintenant, avec les chuchoteurs et la méthode américaine, le débourrage, c'est magnifique. On les débourre au pas et au trot. On n'a pas besoin de les fatiguer. Donc ça a été un bien énorme, quoi. Et ça, il y a des tas de choses qui ont été améliorées, le sevrage dans les haras, il y a eu beaucoup d'améliorations qui vont dans le bon sens pour le bien-être des chevaux. Et je pense qu'il faut qu'on continue à le développer. Et ça, c'est une chose pour laquelle je pense que c'est intéressant de se donner un peu parce qu'on doit pouvoir avoir des résultats. Merci beaucoup, M. Noël Dupré, d'avoir été avec nous. Un grand Plaisir. merci.